Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet, je suis le délégué général de France Innovation. Alors, ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire intitulé La propriété industrielle sans frontières, épisode 2. Oui, puisqu'il y avait eu un épisode 1 il y a quelques mois. Et si vous intéresse, vous pourrez consulter en replay, il faudra simplement nous faire la demande de lien. C'est un webinaire qui est animé par un membre de France Innovation qui s'appelle Withard Rogers. Et c'est Russell Hudson et Yannick Biron qui seront à la parole très prochainement. Avant de leur laisser la parole, justement, quelques mots d'introduction et de rappel sur France Innovation et puis quelques dates également à retenir, aussi bien côté webinaire que côté événement. Alors France Innovation, vous le savez probablement, c'est une association qui fédère les entreprises innovantes ou ceux qui accompagnent les entreprises innovantes. Donc on va retrouver les entreprises qui ont une capacité à mener des travaux de recherche et développement technologique pour le compte de tiers. Derrière cette notion de pour le compte de tiers, ça veut dire aussi bien pour le compte de start-up, de PME, de TI, de grands groupes, voire d'organismes publics de recherche, toutes disciplines confondues et toutes sciences confondues. On a également bien entendu des entreprises innovantes par du produit, du procédé ou du service, plutôt orientées aujourd'hui B2B et industrie. Et enfin, on va également retrouver des entreprises du conseil et de l'accompagnement, que ce soit sur les problématiques de financement, financement dilutif, financement non dilutif, la propriété intellectuelle, bien entendu, industrielle. On va également retrouver des problématiques de recrutement, d'accompagnement à l'export, etc. Et puis, c'est une nouveauté. Il y a deux nouveautés qui ont vu le jour le premier semestre 2022. La première, c'est qu'on a créé une plateforme communautaire France Innovation qui permet de rejoindre les membres de France Innovation, mais pas que, puisqu'on peut retrouver également des collectivités, des clusters, des organismes de recherche, également tout un volet sur la partie investisseurs. Et autre nouveauté, c'est qu'on peut dorénavant rejoindre France Innovation gratuitement. Il y a différents types d'adhésions qu'on retrouve sur notre site internet dans la rubrique Adhérer. Enfin, on a trois types d'adhésions, ce que je vous ai annoncé, et même sur la deuxième colonne membres, où on est dans une logique de gratuité. Vous le voyez, il y a déjà la notion de référencer sa fiche profil sur cette plateforme communautaire, d'utiliser le logo membre de France Innovation, d'accepter ou de refuser des demandes de rendez-vous qui viennent à vous, de diffuser des recherches de compétences ou encore de participer à des webinaires. Et bien entendu, plus vous accédez à des services, plus on est sur du premium ou du super premium. Typiquement, je peux avoir des tarifs préférentiels sur des événements partenaires. Je peux être à l'initiative donc de solliciter des demandes de rendez-vous à d'autres membres qui sont présents sur la plateforme communautaire. Et lorsqu'on est super premium, on a la possibilité d'organiser un webinaire, de diffuser du contenu et bien entendu tout ce qui a pu être présenté précédemment. Vous avez tout ça qui est disponible sur cette page adhérée du site de l'association. Ça, c'est une copie d'écran de la plateforme communautaire qui n'est pas du tout à jour. Alors, ça ressemble la mise à jour et celle-ci, en revanche, on n'est pas loin des 400 membres aujourd'hui et une plateforme V2 va voir le jour dans quelques semaines, voire quelques jours. On informera tous les membres et les futurs membres de la mise en œuvre de cette nouvel outil. Quelques dates à retenir. 20 octobre, produits biosourcés et biotechnologies industrielles. Donc, ce sont des appels à projets France 2030 qui sont présentés par l'ADEME. Donc, l'ADEME qui est l'opérateur de ces appels à projets. 21 octobre, c'est le point de contact national santé, donc du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui présentera les opportunités de financement des thématiques santé dans le cadre du programme Horizon Europe. 17 novembre, décarbonation de l'industrie, l'ADEME à nouveau, France 2030. 24 novembre, un membre de France Innovation B Conseil parlera des perspectives 2023 d'un nouveau crédit d'impôt qui s'appelle Crédit d'impôt collaboration de recherche. On connaît le CIR, Crédit impôt recherche, le Crédit impôt innovation, le C2I, et maintenant il y a également le SICO. Le 30 novembre, ABGI et Laurent Echaras nous parleront des enjeux et financements de votre propriété intellectuelle avec un angle d'attaque qui est complètement complémentaire à ce qui va être évoqué ce matin. Et le 12 janvier, donc on a déjà basculé 2023, France 2030, industrialisation des technologies de rupture pour les réseaux et les ENR. À noter bien entendu qu'il y a, c'est quasiment sûr, il y aura des webinaires qui vont être organisés parmi les dates que vous voyez à l'écran. Donc, deux solutions, vous vous abonnez à notre newsletter ou vous consultez plus régulièrement la page webinaire du site de France Innovation. Le plus confortable, c'est clairement de vous abonner à notre newsletter, bien entendu. Et enfin, France Innovation Meetings, qui sont des rendez-vous d'affaires dématérialisés entre entreprises innovantes, mais pas que. On a fait une première édition en 2019, on a fait 2 en 2020, 4 en 2021, et cette année, on a fait 3. Et il reste une date autour de la thématique MedTech. MedTech et santé au sens large, puisqu'on voit qu'il y a des membres qui ne sont pas que MedTech qui viennent s'inscrire pour cette journée du 8 décembre. Vous avez le lien, ça se passe en ligne. N'hésitez pas à nous rejoindre à l'occasion de cette journée dématérialisée. Avec des vrais rendez-vous, bien entendu. C'est dématérialisé, on est quand même dans la vraie vie avec des vrais rendez-vous.
Et puis, c'est le rappel de notre adresse mail générique dans notre site internet entre LinkedIn et Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous mettre en relation. On est là pour ça et on le fera avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas pour votre participation. Moi, je retrouve sur la partie questions-réponses et de suite, je laisse la parole à nos intervenants du jour. Je remercie déjà. Yannick, normalement, vous avez la main pour diffuser votre support. Je vais mettre ma webcam. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement. Allez, On vous voit. c'est parti. Vous voyez le panneau de configuration? Là, on voit parfaitement les slides, c'est très bien. OK. Eh bien, donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui. Nous sommes du cabinet Withers & Rogers, un cabinet de conseil en propriété industrielle. Nous comptons à peu près 220 personnes reparties sur 4 bureaux en Angleterre, un bureau à Munich et un bureau à Paris, donc un cabinet réellement européen. Dans notre approche, nous comptons parmi nous des experts en matière des brevets, des marques et des dessins et modèles, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les dernières évolutions en matière des brevets européens. Donc, voici l'épisode 2, comme l'a déjà évoqué Jérôme. Donc, vous aurez reçu un lien au premier épisode dans l'invitation à ce webinaire, mais n'hésitez pas à le demander si vous voulez regarder le premier épisode. Juste pour reprendre les sujets du premier épisode, on a parlé du développement d'une stratégie de pays axée sur la technologie, ainsi que son évolution vers une stratégie axée sur les services en pays. Nous avons parlé de pays et intelligence artificielle et quelques points stratégiques au niveau européen en termes de votre pays. Donc, je me présente, je suis Russell Edson, donc associé au sein du cabinet depuis quelques années. Je suis basé en France depuis 2019 et je suis co-gérant de notre bureau à Paris aux côtés de mon associé Yannick Biron, que je vais laisser se présenter maintenant. Yannick. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de vous joindre à nous ce matin. Donc, moi, je suis Yannick Biron. Je suis aussi conseiller en propriété industrielle et mandataire en brevet européen. J'ai un background plutôt dans l'industrie. J'ai rejoint le cabinet Withers & Rogers il y a 1 an. C'est un cabinet que je connais bien parce que je travaillais avec le cabinet quand j'étais en industrie chez Airbus et chez Safran où j'ai passé à peu près 10 ans. Et dernièrement, j'étais chef du service brevet de Safran jusqu'en 2014. Donc Safran qui est le premier déposant de brevet en France devant l'INPI. Ce qui donne un peu pourquoi je précise ça, c'est qu'en fait on va essayer d'approcher en fait tout le sujet de la séance vraiment plutôt de manière pragmatique, pas forcément trop juridique. On va essayer de pas trop rentrer dans les détails juridiques, mais plutôt en fait regarder en quoi est-ce que ce système nouveau il peut vous impacter et comment est-ce que vous pouvez ou vous pourriez réagir par rapport à ces nouvelles règles et nouveaux systèmes qui rentrent en vigueur maintenant de manière quasiment certaine au 1er avril 2023 avec une phase de lever de soleil à partir de peut-être mi-décembre, début janvier de l'année prochaine. Donc le principe de l'implantation, c'est le suivant. D'abord, vous rappeler un petit peu les bases du système des brevets en Europe tel qu'il existe actuellement. Évidemment, vous présentez les nouveaux systèmes. Il y en a 2 principaux en fait. C'est un package et ce package il inclut une nouvelle juridiction qu'on appelle juridiction unifiée du brevet ou la JUB pour ceux qui ont entendu parler de ça déjà. Et puis un deuxième système qui est lié qui s'appelle le brevet européen à effet unitaire ou son petit nom, le brevet unitaire. Et on va sans doute le rappeler dans la séance. Ensuite, une fois qu'on aura présenté un peu le contexte, regarder un petit peu ce que ça veut dire pour vous au niveau de ce à quoi il faut penser et voir un petit peu comment se positionner sur le marché par rapport à ces nouveaux outils et voilà concrètement comment faire pour vous positionner dans ce nouvel environnement. Si vous voulez bien, on fera les questions en fin de séance. On va garder du temps pour faire des questions-réponses tout en fin de webinaire. Donc, si vous pouvez juste noter vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre en fin de séance.
Le contexte, alors là, je vous ai pris vraiment un article tout récent des Échos, le 28 septembre, donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps, mais c'est quelque chose qui se produit depuis le début, en fait, des discussions sur ce nouveau système des brevets en Europe. Il y a quand même un gros lobbying des pouvoirs publics pour pousser à l'adoption de ce nouveau système. Je dirais que nous, on est absolument pas contre en tant que cabinet de conseil. Nous, on peut recommander la meilleure solution possible à nos clients. Ce dont il faut se méfier, on pense, c'est que quand même, quand on voit quelque chose comme ça, les brevets vont coûter moins cher. Tout dépend en fait de sa propre situation, en fait, la situation de son entreprise ou de son institut de recherche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, si jamais on ciblait tous les brevets qui sont concernés par ce nouveau système, on ciblait tous les pays, pardon, concernés par ce nouveau système et qu'on passe de l'ancien système au nouveau système, alors à ce moment-là, évidemment, l'intérêt économique est flagrant. Il se trouve qu'en pratique, en fait, et comme on va le voir avec des cas concrets, c'est pas toujours le cas. Donc, on veut vraiment essayer d'avoir une approche objective, en fait, vous présenter le système et j'espère qu'à la fin de la séance, vous aurez une meilleure vision de ce que ça veut dire et pourquoi potentiellement ça peut être moins cher ou pas et pourquoi il faut adopter le nouveau système ou pas, parce qu'on va voir qu'il y a des mesures transitoires et on n'est pas obligé d'adhérer dès le départ à ce nouveau système. Très bien, et merci Yannick pour cette superbe introduction au sujet. Donc, on va commencer là sur un petit rappel sur le système des brevets en Europe tel qu'il existe aujourd'hui. Parce qu'il y a bien un système européen des brevets, il y a un office européen des brevets, et si vous êtes déjà utilisateur de ce système, vous allez savoir qu'il est possible de déposer une demande de brevet européen de façon centralisée devant l'Office européen des brevets. Mais la centralisation de ce système finit, si vous voulez, au moment de la délivrance du brevet. Donc, l'Office européen délivre les brevets, mais après la délivrance, vous devez choisir dans quels états du membre du système vous allez valider vos brevets. Et donc, même si vous passez par la voie centrale de demande de brevets, et aussi si vous déposez des brevets nationaux devant les offices nationaux des différents pays, vous aurez à la fin des droits nationaux qui doivent être opposés dans les différents pays. Si jamais vous avez une question de contrefaçon en Angleterre, par exemple, tout litige se déroulera devant la juridiction anglaise. Si vous avez des questions de contrefaçon ou de validité en Allemagne, ça passera devant les juridictions allemandes et ainsi de suite en France. Si vous avez des questions de validité ou de contrefaçon des brevets en France, c'est actuellement les juridictions françaises qui vont s'occuper de ce genre de litige. Donc, le système actuel, bien que centralisé pour la délivrance, c'est toujours des droits nationaux qui doivent être opposés devant les juridictions, différentes juridictions nationales. Je peux ajouter, Russell, quelque chose. En fait, aussi quelque chose à garder en tête, c'est que ce que ça signifie, c'est qu'en fait, le brevet européen, il doit souvent être validé, c'est-à-dire il va falloir soumettre une traduction dans chaque pays pour que le brevet soit valable et payer une annuité dans chaque pays dans lesquels on souhaite maintenir une protection. Ça, c'est un élément important parce qu'on va voir qu'après, le nouveau système, il permet il offre une alternative en fait à ce système qui nécessite beaucoup de traduction avec les coûts de traduction associés et des annuités payées individuellement dans chaque pays. Tout à fait, merci Yannick. Et donc il y a quelques points pour et contre le système actuel. Donc quelques problèmes avec le système arrivent avec l'éventuelle non-uniformité des décisions nationales. Ça veut dire que dans un pays, par exemple, devant les juridictions britanniques, vous pourriez avoir un brevet qui est trouvé valide par les juridictions anglaises. Par contre, le même brevet européen délivré par le même office européen pourrait être trouvé non valide par une autre juridiction en France ou en Allemagne, par exemple. Et la même question peut arriver pour la question de contrefaçon du brevet. Un même produit dans les trois différents pays peut avoir une différente conclusion sur la contrefaçon du brevet dans les différents pays. Donc, il y a quelques incertitudes qui en résultent. Et le recrutement des juges est différent dans les différents pays. Donc, dans certains pays, ce sont des juges qui ont travaillé dans les brevets et l'API
pays toute leur carrière. Par contre, dans d'autres pays, les juges changent de matière tous les 2-3 ans. Donc, ils n'ont pas forcément l'habitude de gérer les questions qui deviennent très complexes et très techniques en matière des brevets. Il y a des éventuels problèmes d'harmonisation des décisions, comme nous avons déjà évoqué. Et le coût, bien sûr, si on doit entamer 3 actions devant 3 juridictions différentes, les coûts deviennent très élevés si on a une question de contrefaçon dans 3 pays différents dans la région européenne. Les délais peuvent varier entre les différentes juridictions. C'est possible dans certains pays d'accélérer la procédure, donc on pourrait avoir une décision relativement rapide, mais si une forte partie des contrefaçons sont dans un autre pays où les litiges se déroulent moins rapidement, ça peut poser des problèmes pour résoudre le litige sur toute la région. Donc enfin, la protection européenne sous le système actuel est relativement morcelée. Et comme nous avons déjà expliqué, c'est que l'obtention qui est centralisée dans le système actuel. Mais les États membres du système ont travaillé, et dans l'Union européenne surtout, ont travaillé depuis quelques dizaines d'années pour résoudre tous ces problèmes et mettre en place un système un peu plus unifié. Et donc là, je vais passer la parole à Yannick pour présenter les changements qui vont venir l'année prochaine. Oui, merci Russell. Donc effectivement, le nouveau système, si on peut dire, il n'est pas si nouveau que ça. L'implémentation, la mise en œuvre va être nouvelle, mais l'idée d'un brevet communautaire est pas du tout nouvelle. Elle était déjà d'actualité au moment de la création du brevet européen. Et donc, ce qu'avaient réussi à faire les États à ce moment-là, c'était se mettre d'accord pour avoir une procédure centralisée d'examen et de délivrance des titres. Ça, c'est l'Office européen des brevets qui les gère. Mais par contre, la question ces questions de validité ou de contrefaçon, elles relevaient toujours du droit national. On n'avait pas à changer ça. Donc là, le nouveau système change ça, enfin. Et donc, ouvre la voie à ce qu'on appelle une juridiction unifiée du brevet, qui va permettre de centraliser ces litiges. Et en fait, tous les problèmes qu'on a vus présentés par Russell à l'instant, en fait, avoir des décisions qui soient plus uniformes, puisque ce sera les mêmes tribunaux, si on peut dire, qui jugera de toutes les questions de contrefaçon ou de validité pour tous les brevets européens soumis à cette nouvelle juridiction. Les juges, il va y avoir des juges compétents techniquement et juridiquement, parce que ça va être des juges qui seront vraiment dédiés à cette juridiction, ou peut-être qui interviendront régulièrement au sein de cette juridiction, donc des juges beaucoup plus compétents, on espère. Une harmonisation du droit, puisque progressivement, en fait, les règles de la JUB vont se développer et donner un peu de clarté pour les titulaires de droit. Donc à terme, aujourd'hui, on peut se poser la question dans quelle direction ça va aller, mais à terme, en principe, ça devrait quand même clarifier les choses. Et puis, il y a pas mal de changements intéressants, comme les procédures accélérées de traitement des litiges. Et puis, évidemment, si jamais une procédure accélérée des litiges, et je viendrai juste après sur le brevet européen à effet unitaire. Donc, cette juridiction unique, elle centralisera tous les litiges intentés sur la base d'un brevet européen. Ça, c'est à terme. On va voir qu'on va pouvoir s'en extraire initialement, mais c'est l'objectif, c'est qu'à terme, tous les brevets européens tous les litiges liés à des brevets européens soient gérés via cette juridiction unifiée des brevets. Les territoires, donc ça c'est un sujet assez épineux, parce qu'évidemment il fallait que tout le monde soit d'accord, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a encore quelques pays de l'Union européenne. C'est un système qui a été mis, ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un système qui a été initialement, c'était le brevet communautaire comme je l'ai dit, mais au final ce sont les États de l'Union européenne qui se sont mis d'accord pour mettre en place cette juridiction unifiée du brevet. Donc ça a quelques impacts, notamment avec le Brexit, et puis quelques pays réticents en fait à mettre en place un tel système. Donc, on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ce n'est pas une cour de l'Union européenne strictement parlant, c'est une cour commune à tous les États membres. On va le voir. Donc, le deuxième élément, je voulais dire tout à l'heure, le deuxième élément important en fait dans la proposition, et cette proposition en fait, elle permet de résoudre le problème des traductions et des annuités dont je parlais tout à l'heure. C'est l'idée, c'est d'avoir un titre unique aussi qui couvre l'ensemble des territoires des États membres.
Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, au lieu d'être morcelé comme jusqu'à maintenant, on va avoir plus qu'un brevet unitaire qui va couvrir, qui sera un seul titre de propriété sur l'ensemble des États membres. Comme un brevet américain couvre l'ensemble des États-Unis d'Amérique, là, le brevet unitaire couvrira l'ensemble des États membres de ce brevet européen effet unitaire. Donc, une annuité à payer pour l'ensemble des territoires. Évidemment, elle est à peu près équivalente, comme on le verra tout à l'heure, à 4 annuités de pays existants, des 4 principaux pays de dépôt actuels. Ce brevet unitaire, il sera forcément soumis à la JUB. Donc là, on ne pourra pas déroger à la JUB, à la juridiction unifiée des brevets, si jamais on choisit l'effet unitaire. Et puis, dans une période transitoire, on pourra toujours valider de manière classique, c'est-à-dire déposer en traduisant quand il le faut localement et en payant des annuités par État. Donc ça, c'est aussi une question à avoir en tête parce qu'il va falloir se poser des questions pour vous en tant que société ou institut de recherche ou université dans le système, comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Donc, si on veut vraiment faire un aperçu du système, jusqu'à maintenant, on avait plutôt des œufs séparés. Chaque juridiction avait son œuf et puis il pouvait, si jamais un juge décidait que le brevet n'était pas valable, en fait, on cassait cet œuf dans cette juridiction, mais il fallait le casser dans toutes les juridictions parallèles. Le nouveau système, le principe, c'est vraiment d'avoir tous ces œufs dans le même panier, avec la capacité aussi d'attaquer en contrefaçon sur l'ensemble des territoires en une seule fois, donc ce qui peut présenter un avantage, mais aussi la possibilité de pouvoir révoquer son brevet, donc peut-être pour les pharmaciens, les domaines de la pharma, où on a des brevets qui peuvent être très très importants, on ne souhaite pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Donc ça, c'est vraiment des réflexions à avoir sur quel titre on va soumettre au nouveau système, tous les œufs dans le même panier, ou le conserver pendant qu'on peut sous l'ancien système avec des œufs séparés où on va pouvoir agir de manière indépendante, céder ses titres de manière indépendante, ce qui n'est pas le cas par exemple si on choisit le brevet à effet unitaire soumis à la Cour, là, un seul titre de propriété pour toutes les juridictions. Donc ça c'est vraiment le gros point à garder en tête, hein, c'est vraiment cette notion de dans le même panier qui doit driver un peu votre stratégie aussi sur par rapport à l'adoption du système ou non, et vous pouvez avoir une approche mixte avec, suivant les technos, suivant vos brevets, suivre des stratégies différentes. Les prochaines étapes, alors là on a quand même eu une nouvelle assez fracassante en fin de semaine dernière, puisque jeudi le comité qui est en charge du timing de la mise en place de ce système a décidé, enfin a annoncé en tout cas que la date d'entrée en vigueur du système serait le 1er avril 2023. Donc on attend cette date depuis extrêmement longtemps. Il y a eu pas mal de problèmes, je vous les passe, mais en gros, normalement, à partir dans le courant du mois de décembre, l'Allemagne, qui est le dernier pays à devoir ratifier l'accord pour qu'il rentre en vigueur, devrait déposer son instrument de ratification et ainsi lancer le système. Pour le moment, il y a un protocole d'application provisoire qui est en place qui permet de mettre en place les juges, les bureaux, les systèmes informatiques, vraiment les aspects pratiques d'une nouvelle cour. C'est très pragmatique comme problème, mais il faut évidemment qu'il y ait tous les bureaux qui soient en place, les juges, les personnes soient recrutées. Donc tout ça, c'est en cours de mise en place. Et donc l'Allemagne devrait ratifier dans le courant du mois de décembre pour un lancement à partir du 1er avril 2023, mais sachant qu'il va y avoir une période qu'on appelle sunrise ou lever de soleil qui permet de déroger en fait au nouveau système. Par défaut, tout le monde est dans le système, c'est-à-dire que tous les brevets européens historiques, si vous êtes détenteur de brevets européens, ils seront soumis au nouveau système, c'est-à-dire que s'il y a un litige, ils vont aller devant la JUB, si jamais vous ne voulez absolument pas être devant la JUB, il va falloir que vous déposiez ce qu'on appelle un opt-out, une demande de dérogation auprès de la juridiction unifiée et pour ne plus être soumis à cette cour. Donc ça, finalement, c'est assez imminent puisque là, on parle de 3 mois avant de devoir commencer vraiment à agir concrètement. Russell, je te laisse présenter peut-être la couverture territoriale, qui est un gros sujet évidemment sur ce point, et ce qui a été la cause en fait du retard en fait pour mettre en œuvre ce système, qui était initialement, comme je disais, prévu dès le déploiement du brevet européen dans les années 70. Et c'est seulement maintenant qu'on a réussi à se mettre d'accord avec ce système-là. Oui, merci encore Yannick. Donc pour présenter le côté géographique de ce territorial des différents systèmes. Donc, dans le plan à gauche, en rouge et en bleu clair,
vous avez tous les pays qui sont membres du système existant pour le brevet européen. Donc, c'est pour le système de délivrance des brevets européens. Après le point de délivrance, vous pouvez désigner n'importe quel pays qui est coloré en rouge. Donc, vous pouvez choisir tous ces pays, un de ces pays ou une sélection des différents pays. Et vous pouvez même ajouter les pays qui sont colorés en bleu clair, qui comprennent les pays de l'Afrique du Nord et même au Cambodge. Donc, l'étendue géographique du système actuel est assez grande. Et donc, si on regarde le plan au milieu en bleu foncé, c'est le plan actuel pour le brevet unitaire. Donc, le brevet unitaire va exister en parallèle avec le système dans le plan à gauche, en fait. Donc, vous pourrez dans l'avenir choisir de couvrir les 17 pays illustrés dans le plan central ici avec un brevet unitaire et vous pourrez aussi combiner cette protection avec les autres pays membres comme par exemple l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, la Suisse et l'Espagne, quelques pays relativement importants qui ne sont pas dans le système du brevet unitaire. Sur le côté droit, en bleu mi-clair, disons, vous verrez le liste éventuelle, le liste finale, on espère, de 25 États qui feront membres du système. Il pourrait même y avoir d'autres États qui pourraient rejoindre le système s'ils décident de le faire. Mais à ce jour, de certains pays n'ont pas encore mis en œuvre les changements à leur droit national pour joindre le système du brevet unitaire. Et donc, petit à petit, d'autres pays vont rejoindre le système. Donc, en fonction de l'année où votre brevet est délivré, vous aurez peut-être 17 États dans le système du brevet unitaire l'année prochaine, mais dans 2, 3, 4, 5 ans, vous aurez peut-être un plus grand nombre d'États que vous pourrez couvrir avec votre brevet unitaire si vous le choisissez. Et en termes de l'autre question dont on a parlé, donc la juridiction unifiée du brevet, si vous choisissez le brevet unitaire, il est forcément sous la juridiction de la nouvelle juridiction unifiée. Et par contre, si vous choisissez d'autres pays qui ne sont pas dans le système, par exemple l'Espagne ou le Royaume-Uni ou la Suisse, ces pays-là ne seront pas sous la juridiction de la nouvelle juridiction unifiée du brevet. Donc, oui, pardon, Yannick. Oui, Rossel, excuse-moi, ce que je voulais simplement ajouter, c'est par exemple la Croatie, c'est un pays qui n'était pas membre de l'Union européenne au moment où les accords initiaux ont été signés. Donc la Croatie a vocation à rejoindre le système. L'Espagne, qui est l'autre des 27 États membres qui manque dans l'ensemble, en fait, avait des problèmes de langue en fait et s'opposait en fait au système parce que l'espagnol n'était pas reconnu comme langue officielle. Donc ça c'est des choses qui sont en cours d'évolution et on espère que, bon, la Croatie, c'est plutôt une question de timing, mais l'Espagne, même au niveau politique, on espère que l'Espagne puisse rejoindre le système prochainement pour qu'on ait un système qui couvre l'ensemble des juridictions. Si je prends notre exemple, l'Irlande doit faire un référendum pour approuver le système, donc ça va se faire aussi en un peu plus de temps, mais tous ont vocation à rejoindre au final, sauf le Royaume-Uni malheureusement, mais même pour ça, on peut imaginer qu'à terme, le Royaume-Uni pourrait éventuellement rejoindre. Tout à fait. Et oui, et juste pour donner la dernière choix, pardon, que vous avez, c'est que si vous voulez la protection en France et en Allemagne, juste pour être clair, c'est pas nécessaire de prendre le brevet unitaire. Vous pouvez toujours dans l'avenir choisir juste des validations individuelles en France et en Allemagne, en combinaison ou non avec le Royaume-Uni et la Suisse, par exemple. Et après, si vous choisissez ces validations individuelles, vous aurez quand même le choix de décider, au moins pendant une période transitoire de 7 ans, si la France et l'Allemagne vont être sous la juridiction de cette nouvelle juridiction unifiée du brevet.
Et peut-être, Russell, a ajouté qu'évidemment, enfin, ça nous paraît évident, mais peut-être il faut le rappeler, on peut toujours aussi déposer des brevets nationaux. On peut toujours cibler un brevet français ou un brevet allemand ou un brevet au Royaume-Uni sans forcément faire appel au système des brevets européens. Tout à fait. Donc, c'est en fait le nouveau système augmente le nombre de choix que vous avez. C'est un système relativement flexible. Et donc, ça donne des choix supplémentaires pour les déposants, les propriétaires. Voilà. Et donc, pour comparer les coûts, ça va être une question importante pour certains déposants parce que si actuellement vous avez une stratégie de désigner, de valider dans 4 juridictions ou plus dans le système actuel, le coût ne sera pas plus important si vous voulez désigner un brevet unitaire et couvrir les 17 pays qui sont membres actuellement du système. Donc, si vous voulez simplement avoir une couverture géographique plus importante et les coûts actuels sont similaires dans les 4 juridictions que vous choisissez, vous aurez plus ou moins une couverture beaucoup plus grande pour le même prix. Par contre, si vous avez 3 juridictions cibles ou moins, par exemple, si vous désignez la France, l'Allemagne et l'Italie actuellement, si vous voulez un brevet unitaire, le coût en général sera plus important. Et donc, il y a une... Oui, vas-y Yannick. Non, je dirais que ça, c'est vraiment une rule of thumb, c'est-à-dire vraiment une règle générale. On va voir qu'il faut regarder quand même de manière un peu plus fine. Et si on pense au Royaume-Uni, peut-être c'est ça dont tu avais parlé, Russell. Le Royaume-Uni, Oui, typiquement, il vient en plus de ces États. Donc, il faut regarder vraiment l'ensemble des pays. Est-ce qu'ils sont membres, pas membres, et regarder un peu dans le détail. tout à fait. La comparaison des coûts, c'est entre les États membres du système, du nouveau système. Et donc, la comparaison du coût ne prend pas en compte les coûts de validation en Angleterre, au Royaume-Uni ou en Suisse ou dans les autres pays qui ne sont pas membres du système. Donc, on va passer à quelques réflexions stratégiques et tactiques pour des acteurs européens. Donc, nous avons créé quelques exemples qui ne sont pas des vraies entreprises, mais des exemples des types d'entreprises qui peuvent exister. Et maintenant, on va essayer de présenter en termes très pratiques les différentes réflexions que peuvent avoir ces entreprises dans de différents domaines et des entreprises de différentes tailles sur les choix qu'ils peuvent faire dans le nouveau système. Donc, je vais passer la parole à Yannick. Merci Russell. En fait, juste peut-être avant ça, simplement donner les bases de la réflexion. En fait, donc comme on l'a vu, en fait, et j'espère que ça commence à se clarifier un petit peu de votre côté, mais en gros, il faut d'abord décider, en fait, selon nous, est-ce qu'on veut être soumis aux juridictions nationales ou à la juridiction unifiée du brevet? Ça, c'est un élément qui est quand même important. Est-ce qu'on veut adopter le système en rejoignant la JUB ou rester dans le système actuel avec les juridictions nationales? Ça, je dirais que c'est peut-être un premier élément de réflexion. Sans rien faire, on va potentiellement être soumis à la juridiction unifiée du brevet, donc il faut l'avoir en tête. Si jamais on veut sortir de cela, soit on fait des dépôts nationaux, comme c'est mentionné en haut de la planche, soit on fait des validations de brevets européens classiques et on décide d'opt-out, on dépose une requête d'opt-out devant la juridiction unifiée des brevets qui permet de ne pas être soumis à cette cour. Si jamais on fait un opt-out, on a encore la possibilité de le retirer. Et puis, si jamais on ne fait pas d'opt-out au moment de la délivrance, on peut toujours faire un opt-out plus tard. Ça, c'est sous réserve qu'aucune action n'a été engendrée auprès d'une des cours, soit les juridictions nationales, soit la juridiction unifiée des brevets, parmi les options qui sont possibles en fonction des choix qu'on a fait. Donc ça, c'est quand même à garder en tête. Et puis après, si jamais on n'est pas contre ou la juridiction unifiée du brevet, au contraire, fait sens pour vous, et bien à ce moment-là, on a le choix entre la validation de brevet européen classique, mais sans opt-out. À ce moment-là, peut-être un tiers pourrait vous assigner dans une juridiction nationale. Si jamais on veut vraiment forcément être soumis à la JUB, le brevet européen à effet unitaire, lui, on n'a pas le choix, ce sera forcément devant la JUB. Et donc se pose la question à ce moment-là, et ça c'est un élément important dans la réflexion, de la comparaison des coûts.
comme on vient un peu de l'envisager vraiment grossièrement avec Russell sur la planche d'avant, enfin de manière vraiment à haut niveau, si on peut dire. On a développé, si vous souhaitez, un comparateur de coûts qu'on a mis en place sur notre site web qui permet vraiment de regarder dans le détail en fonction des juridictions, du nombre d'années que vous les maintenez, de la taille de vos brevets, parce que les coûts de traduction dépendent de la taille du brevet, des choses comme ça. Ça, vous pouvez comparer les coûts de manière très fine sur notre site web si vous le souhaitez, mais ça, c'est un élément important de la réflexion. Bon, maintenant que vous avez un peu les bases, on va regarder un peu les cas concrets. Donc, je laisse Russell présenter le cas d'une PME industrielle française. Oui, merci Yannick. Donc, dans ce cas, nous avons considéré une PME industrielle basée en France. Son marché principal est en France. La France est membre de l'Union européenne et la France est membre de la future juridiction unifiée du brevet. Donc, cette société qu'on a imaginée, elle a une stratégie actuelle sur le système existant de déposer devant l'Office européen des brevets et après la délivrance, il valide en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Néerlande, en Italie et en Espagne. Donc, il faut se rappeler que dans cette liste de pays, il y a la France, l'Allemagne, Néerlande et Italie qui sont dans le système, mais non pas l'Espagne et pas la Grande-Bretagne. Donc, dans l'industrie dans laquelle cette société opère, il y a très peu de litiges dans son domaine et il n'a jamais eu à subir une opposition à l'encontre de l'un de ses brevets. Donc, cette société ne s'inquiète pas trop pour les litiges. C'est pas commun dans l'industrie et donc ça va peut-être influencer les réflexions. Donc, regardons maintenant les réflexions en lien avec la JUB dans le rectangle en haut à droite. Donc, les brevets existants de cette PME peuvent être soumis à la nouvelle juridiction dans les pays de la France, Allemagne, Néerlande et Italie. Et comme rappel, ça ne concerne pas la Grande-Bretagne et l'Espagne. Donc, pour eux, conceptuellement, la juridiction centrale pourrait faire sens. Ils ont un grand marché européen. Et si jamais ils considèrent un litige, ça aboutirait probablement à un accord. Et donc, en fait, d'avoir la juridiction centralisée de la JUB, ça pourrait être une carte à jouer dans toute négociation avec un éventuel licencié ou un concurrent. Si on considère ces réflexions en lien avec l'effet unitaire du brevet, donc ça c'est le choix, si vous voulez, de désigner les 17 P d'un coup ou de rester avec les validations existantes. Donc le brevet unitaire serait peut-être légèrement plus avantageux en termes de coûts parce qu'ils ont une liste de 4 P qui sont dans le système unitaire et ils devront quand même toujours valider en Grande-Bretagne et en Espagne s'ils veulent garder la protection dans ces pays-là, s'ils optent pour le brevet unitaire. Donc, en termes des traductions et les coûts de traduction dont on a parlé, la traduction qu'ils créent déjà pour l'Espagne pourra être réutilisée pour requérir l'effet unitaire du brevet. Donc, il faut savoir que pour désigner un brevet unitaire, il faut déposer pour le moment au moins une traduction dans une langue d'un autre pays de l'Union européenne si la demande est déjà rédigée en langue anglaise. Donc le brevet unitaire couvrirait 13 pays additionnels. Donc c'est un bonus pour eux pour à peu près le même coût. Donc, quels sont les commentaires en général? Donc, ce même scénario pourrait s'appliquer à la plupart des PME et ETI européennes, en fait, même hors la France ou internationales, donc d'origine américaine, australienne ou asiatique. Et c'est peut-être la couverture géographique qui sera déterminante pour définir si les validations classiques ou l'effet unitaire doivent être privilégiés. Dans ce cas-là, nous avons vu qu'ils ont une liste de 6 pays au début dans le système actuel, mais si leur liste était inférieure à ça, ça changerait peut-être les considérations sur les questions de effet unitaire.
Donc pour cette société, la suggestion en fonction des critères qu'on a considérés dans ce cas, c'est pas d'opt-out, donc ils vont rester sous la juridiction de la nouvelle JUB et une analyse prévisionnelle des coûts entre les validations européennes et le brevet unitaire. Ça va, en fonction du nombre de pays, ça va déterminer quel sera le choix. Merci. Russell, je passe peut-être au deuxième scénario. On est un petit peu en retard sur le programme. Simplement pour le grand groupe aéronautique, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'objet en fait de ces scénarios. En fait, c'est vraiment des cas concrets. En fait, en fonction de votre situation à vous, qu'est-ce qui fait sens et comment est-ce que la JUB elle peut vous impacter, et peut-être si jamais la JUB n'est pas tant un souci que ça, quel est le coût finalement entre le brevet unitaire et le brevet européen classique. Pour un grand groupe, on peut avoir plusieurs business units. J'ai pris l'aéronautique, ça peut être l'automobile ou n'importe quel secteur. L'idée, c'est qu'on peut avoir plusieurs business units avec des stratégies différentes, donc potentiellement des approches différentes en matière de brevet unitaire ou JUB ou pas JUB. Des volumes conséquents de brevets aussi qui permettent de faire plusieurs choix, en fait, hein, potentiellement une partie du portefeuille sur une stratégie et une autre partie du portefeuille qui suit une différente voie. En fonction de la concurrence dans le secteur, à ce moment-là, on peut envisager en fonction des litiges ou pas différentes options aussi. Pour les grands groupes, peut-être qu'il y a moins de problèmes de budget, donc peut-être que le budget est moins un problème, ou peut-être que les enjeux sont plus grands aussi, hein, logiquement, et du coup qui permettent d'envisager des actions centralisées. Peut-être que la couverture territoriale aussi, c'est un élément important pour des groupes. Dans l'aéronautique, typiquement, les principaux marchés, c'est plutôt les 3 grands pays européens, qui sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, peut-être l'Italie et l'Espagne en plus. Mais du coup, ça, c'est des choses importantes pour la réflexion sur l'effet unitaire ou pas. Donc, vous aurez accès aux planches, donc je propose de passer un petit peu rapidement là-dessus. Simplement, à nouveau, là pour le coup, comme les volumes sont importants, le choix entre l'effet unitaire ou pas, il est important de bien le considérer. Il peut y avoir des réflexions aussi sur la manière dont vous abandonnez vos brevets. Donc, par exemple, un grand groupe qui, au bout de 15 ans, décide d'abandonner certaines juridictions et pas d'autres pour un même brevet européen qui a été validé en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie. Peut-être qu'au bout de 15 ans, l'Italie, le groupe préfère abandonner l'Italie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le système des validations actuel, qu'on ne pourra plus faire dans le système futur, puisque le brevet sera unique, avec une annuité unique. Soit on garde tout, soit on abandonne tout. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être prises en compte aussi. Ce qu'on va faire aussi pour ces grands groupes, mais ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi pour des plus petites structures, c'est regarder un peu ce que font les concurrents, parce que si jamais on a dit tout à l'heure, on ne veut pas mettre ces crown jewels, donc ces meilleurs brevets, on ne veut pas les soumettre à la cour, on peut faire un opt-out uniquement pour cela, mais à ce moment-là, on pourra le détecter, c'est-à-dire que c'est des informations qui sont publiques, donc peut-être qu'on pourra analyser en fait le portefeuille des concurrents et voir des comportements. Et peut-être détecter des signaux intéressants sur comment les concurrents voient leur propre portefeuille brevet. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête aussi, et ce qui sera sans doute mis en place par les grands groupes. Au final, pour ce genre de société, donc pas d'opt-out, en fait, on aime bien quand même, on veut aussi influencer le système, souvent dans ces groupes-là, donc peut-être avoir son mot à dire sur comment interpréter les textes. Donc ça, c'est un élément important. Pas forcément d'effet unitaire, ça dépend vraiment du nombre de juridictions ciblées, qui peuvent être, c'est pas parce que c'est un grand groupe qui a beaucoup de juridictions, donc ça c'est quand même important à avoir en tête. Et puis aussi expérimenter le système, faire de la veille sur ses concurrents pour voir ce qui se passe dans le secteur. Voilà, donc en pratique, on vous a proposé quelques actions à entreprendre. Il y en a certaines à court terme que je vais présenter et Russell présentera les actions à plus long terme. Mais en ce qui nous semble important, c'est déjà avoir une bonne vision de son portefeuille brevet. Donc ça, c'est toujours important, je dirais. Mais là, ça l'est d'autant plus. J'ai ajouté là-dedans, donc on a parlé que de demande de brevet et de brevet européen jusqu'à présent. Le EP, c'est pour européen. Le CCP, c'est pour le certificat complémentaire de protection. Donc ceux qui connaissent, évidemment, reconnaîtront le terme. Ça, c'est un titre qui permet de prolonger la durée de vie du brevet lorsque
le produit couvert par le brevet a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché qui a décalé d'autant la mise sur le marché, donc pour prolonger la durée de vie du brevet, pour couvrir cette période également. Mais ça concerne assez peu d'acteurs finalement. Ce qui est important pour ces révisions de portefeuille, donc c'est bien identifier ces brevets clés. Est-ce que ces brevets sont résilients? Est-ce qu'on a eu un rapport de recherche qui est plutôt positif? Est-ce qu'on est confiant sur les chances que ce brevet il tienne une procédure en annulation ou si on rentre dans un litige avec ce brevet, est-ce qu'il a des chances de survivre ou pas? Est-ce qu'on a des brevets dans son portefeuille qui sont sujets à litige ou pré-litige? On a des tensions avec un concurrent ou un autre acteur, un partenaire sur une techno particulière qui est couverte par un brevet, ça c'est important à avoir en tête. Est-ce que ces brevets ils font l'objet de licences? Est-ce qu'ils sont détenus en copropriété? Très important parce que tous les copropriétaires doivent être d'accord sur la voie à suivre. En particulier, s'il faut former un opt-out, il faut que tous les copropriétaires approuvent cet opt-out et même le déposent, sans doute un mandataire comme nous qui pourra le déposer, et au nom de tous les copropriétaires du brevet. Et puis potentiellement, il y a des mises à jour du registre à effectuer. Ce n'est pas obligatoire, mais on recommande pour tout ce qui concerne les données liées au propriétaire, entre le dépôt de la demande de brevet et la délivrance du brevet. Souvent, il peut y avoir des changements d'adresse, de nom, donc de mettre tout ça en conformité. Et d'autant plus sur tout le portefeuille historique, parce que la période de levée de soleil, elle concerne tous les brevets européens du portefeuille, qu'ils aient été délivrés il y a 5 ans ou 15 ans. Qu'ils soient maintenus et qu'ils soient encore en vigueur, le système s'appliquera sauf en cas d'opt-out. Deuxième point sur la révision des engagements contractuels. Donc, il y a pas mal de contrats qui sont en vigueur et qui peuvent couvrir des choses ou prévoir des choses par rapport à la validation de brevets, à la maintenance, les différentes juridictions qui ne sont plus applicables. Donc ça, il faut quand même revoir ça. Et puis potentiellement sur tous les contrats en cours ou les futures règles, se poser la question de comment ça va marcher par rapport à cette JUB, l'effet unitaire, les juridictions qu'on choisit, comment ça se passe s'il y a un tiers qui nous assigne, etc. Donc ça, c'est des choses à garder en tête. J'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais la comparaison des coûts, c'est quelque chose qui nous paraît assez important pour vous, pour bien vous positionner. Donc, on a un lien sur le comparateur là, qui vous emmène directement sur notre site si vous souhaitez jeter un œil. N'hésitez pas à nous contacter, évidemment, si vous voulez en savoir plus. Et puis après, donc ça, c'est vraiment d'ici le lancement du système, donc d'ici décembre, hein, je vous encourage à travailler dessus rapidement si ce n'est pas déjà fait. Et puis, il y a des actions un peu plus long terme que je laisse présenter Russell. Merci beaucoup Yannick. Oui, donc vous aurez, on espère, étudié le système, vous aurez décidé si la juridiction unifiée vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas trop et vous voulez l'éviter, si vous allez changer votre stratégie de validation. Et donc, il y a des démarches à suivre pour après mettre en œuvre votre stratégie. Donc, point numéro 4, l'éventuel report des délivrances de vos brevets européens. Donc, si vous avez des brevets européens qui arrivent à la délivrance maintenant et que vous voulez bénéficier du brevet unitaire, donc il va peut-être falloir reporter la délivrance de ces brevets. Parce que si la délivrance a lieu avant le moment au mois de décembre où la période de levée du soleil commence, vous ne pourrez plus choisir le brevet unitaire pour ces brevets européens. Donc, ils seront coincés dans le système actuel. Donc, c'est une chose à voir si vous avez des brevets qui arrivent à la délivrance maintenant. Demande divisionnaire. Donc, si vous avez des brevets qui sont vraiment importants pour vous, c'est peut-être le seul brevet dont votre marché dépend ou vous avez, ça va être peut-être intéressant pour les pharmaceutiques, etc. Donc, si les demandes sont très importantes, en fait, c'est possible dans le système de déposer une demande divisionnaire. C'est comme une clone de l'application existante, enfin de la demande existante, pardon. Et vous pouvez changer la portée des revendications légèrement pour éviter le problème de double brevetabilité devant l'OEB. Et après, pour l'un des deux brevets demandes, vous pouvez déposer votre opt-out, la dérogation du système de la JUB. Et pour l'autre, vous pouvez choisir une autre stratégie, soit continuer avec les validations qui seront sous la juridiction de la JUB, soit choisir le brevet unitaire.
Donc, comme ça, vous pourrez, avec une même invention, bénéficier des pour et contre, enfin des pour des deux côtés du système. Donc, sur les différentes options transitoires, il y a une demande d'effet unitaire anticipée qu'on peut déposer pendant cette période de levée de soleil, mais pas avant. Donc, c'est lié au numéro 4. Donc, vous pouvez déposer ces demandes avant que le système soit réellement en marche après le mois d'avril. Donc, vous avez entre décembre et avril pour fin mars pour déposer ces demandes d'effet unitaire anticipés. D'éventuelles requêtes en report de la décision de délivrer le brevet européen. Donc, actuellement, si vous voulez reporter la délivrance, il faut prendre d'autres démarches comme faire des modifications à la demande pour reporter la délivrance. Mais une fois que la période de levée de soleil a commencé, il y aura un système devant l'Office européen pour simplement déposer une requête pour reporter la décision de délivrance du brevet européen. Donc, les choses deviennent un peu plus simples après le mois de décembre, quand la période de levée de soleil commencera. Et il y a des choix de traduction au moment de requérir l'effet unitaire à prendre en compte. Donc, il faudra déposer une traduction. Si votre demande est en langue française, ce sera une traduction en langue soit anglaise, soit allemande. Et si la demande est déjà en langue anglaise, ce sera n'importe quelle langue de l'Union européenne. Donc, vous aurez des choix et les traductions en différentes langues ont de différents coûts associés en général. Donc, vous aurez peut-être des choix à faire sur cette question de traduction. Et il y a une question de veille stratégique. Donc, en gros, c'est analyser le comportement de vos concurrents. Donc, quand le système commencera à être commencera la période de levée de soleil, vous pourrez regarder les brevets de vos concurrents pour voir s'ils sont en train de déposer des dérogations pour ne pas être sous la juridiction de la JUB. Est-ce qu'ils laissent leur portefeuille sous la juridiction de la JUB et ça pourrait influencer votre stratégie à vous aussi. Et en termes de stratégie à long terme, considérez le risque de contrefaçon pour vous ou bien de vos concurrents vers vos brevets à vous. Si vous pensez qu'il y a d'éventuelles contrefaçons à l'avenir, le brevet unitaire pourrait être éventuellement avantageux pour avoir des dommages-intérêts ou des décisions qui couvrent les 17 États membres au lieu d'un petit nombre de validations. Considérez la valeur économique de vos brevets. Quelle sera l'influence de votre stratégie sur le budget? Est-ce qu'il faut avoir un plus grand budget? Est-ce que vous allez économiser en désignant des brevets unitaires par rapport à votre stratégie actuelle? Et les questions d'exploitation et propriété. Donc, propriété, c'est très important si vous voulez déposer un opt-out, une dérogation. Souvent, s'il y a des grandes sociétés qui ont acquis d'autres sociétés, si vous avez des structures compliquées, il faut bien savoir quelle société appartiennent vos droits, parce que comme Yannick a déjà expliqué, il faut que toute demande de dérogation soit déposée au nom du bon propriétaire et du vrai propriétaire du brevet. Donc, il faut vraiment avoir en main la propriété de votre portefeuille de brevets. Donc, voilà le dernier point que je voulais faire. Je vais passer la parole à Yannick. En fait, on va vous passer la parole parce que c'est le moment on a terminé notre présentation. Merci Marcel. Et donc, le principe maintenant, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. On en vous a juste ajouté dans les planches, et Jérôme, peut-être qu'on pourra ajouter aussi le lien vers l'enregistrement de cette séance. Mais vous pouvez accéder au premier webinaire de la série, l'épisode 1, en cliquant le lien qui est sur cette planche aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Yannick Russell pour votre brillante présentation, très complète avec les études de cas d'ailleurs. Je pense que ça permet d'apporter une réflexion, un éclairage et on voit bien que dans l'agenda, c'est un truc qu'il faut faire quand même maintenant, a priori. Première question, comment vont être revues les exigences différentes entre les pays pour accorder un brevet? Notion d'inventivité non exigée pour un brevet français par exemple. Alors là, je pense qu'il
il y a deux réponses. Alors déjà, la première réponse, je pense que ça va être une question de quelqu'un qui a expérimenté le système avant l'introduction de la loi Pacte, puisque depuis la loi Pacte, les demandes de brevets français sont examinées au fond, y compris sur les problématiques d'activité inventive. Donc peut-être pour rappeler à tout le monde, il y a trois principes principaux pour obtenir un brevet. Il faut que l'invention soit susceptible d'application industrielle. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'elle soit nouvelle. Et le troisième point, il faut qu'elle fasse preuve d'activité inventive. Jusqu'à récemment, en fait, l'activité inventive n'était pas un critère vraiment d'objection. On pouvait pas, l'INPI ne pouvait pas rejeter une demande de brevet sur la base de l'activité inventive, du manque d'activité inventive uniquement. C'est plus le cas depuis la loi Pacte. Donc, ça veut dire qu'en France, pour obtenir un brevet, il faut démontrer que l'invention fait preuve d'activité inventive. Donc ça a changé récemment. Et du coup, je vous invite à déposer une nouvelle demande de brevet pour tester le système devant l'INPI qui s'améliore de plus en plus. Et j'ajoute que l'INPI a ajouté aussi la possibilité de former opposition contre les brevets français, ce qui va continuer de renforcer les titres nationaux en France. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde. L'autre point à garder en tête, c'est que là, quasiment toute notre présentation porte sur le système des brevets européens, donc des demandes de brevets européens. Et comme Russell l'a expliqué en fait initialement, ce système des brevets européens, c'est vraiment le principe initial. Il y avait le problème de l'exploitation du titre, la contrefaçon, la validité a posteriori, après la délivrance, mais toute la partie examen, elle est déjà centralisée. Elle est centralisée auprès de l'Office européen des brevets, qui est principalement basé à Munich, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a un bureau à Munich, mais qui est reconnu comme l'un des meilleurs offices des brevets dans le monde, en fait, en termes de qualité, c'est-à-dire qu'il a l'examen de la nouveauté d'activité inventive, notamment l'approche qu'on appelle problème-solution, est reconnue en fait mondialement comme quand même une bonne approche. Et donc les titres sont plutôt harmonisés, je dirais, au niveau européen, puisque tous ceux qui passent par l'Office européen des brevets, dans un même domaine technique, ils vont souvent être soumis aux mêmes examinateurs qui vont appliquer les mêmes règles et les mêmes principes et qui se clarifient avec le temps en plus, avec la jurisprudence des divisions d'appel et d'opposition. Je ne sais pas si la réponse est claire, je ne sais pas s'il y a d'autres questions non plus. Il y a une autre question. Moi, en tout cas, j'ai compris la réponse. Si la réponse n'a pas forcément été comprise par la personne qui l'a posée, bah, de toute manière, c'était un point essentiel. Vous avez les adresses mail de Yannick et Russell qui apparaissent, je crois, en deuxième ou troisième slide. Elles sont bien dans le support qui vous sera envoyé dans la journée, tout comme le lien vers le replay et le lien vers le replay du premier épisode, qui était quasiment il y a un an. En fait, ça passe très vite. Et j'ai envoyé également dans le chat ce même lien. Deuxième question, quel serait le budget à prévoir pour un brevet européen, plus traduction anglaise, plus extension après Bulgarie, voire Espagne? Voilà. Alors, juste Russell, peut-être je peux juste répondre à ça rapidement, mais en fait, toutes ces questions-là, c'est pour ça qu'on a voulu en fait mettre en place ce comparateur de coûts en ligne. C'est qu'en fait, chaque situation est vraiment unique. Donc là, c'est un exemple typique. En fait, nous, ce qu'on veut pas, c'est présenter vraiment une approche théorique des coûts. Donc, on vous a pas montré de graphe en comparant les coûts d'une solution à une autre, parce qu'en fait, voilà, vous parlez de Bulgarie, mais peut-être qu'un autre va penser à la Roumanie ou encore une autre juridiction avec des coûts d'annuité qui sont différents en fait dans chaque pays. Donc le comparateur de coûts, il a vraiment vocation à la question que vous posez précisément. En 10 secondes, vous avez votre réponse. Vous savez si ça coûte moins cher à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, si vous abandonnez des brevets en cours de route, etc. Ça, c'est vraiment l'objectif du comparateur, c'est de vous donner une vision hyper claire de combien ça coûte en fonction de vos pays cibles et de votre stratégie. Donc, je préfère vraiment que si vous voulez, envoyez-nous un email, on peut regarder ensemble le comparateur de coûts et on fait ça très, très rapidement. Parfait. Sachant que extension BG, en fait, il fallait dire GB, il y a eu une faute de frappe. Donc, c'était traduction anglaise et extension Grande-Bretagne. Voilà. Autre question, c'est en termes d'agenda, en fait, quand faut-il déposer la requête à effet unitaire du brevet européen? Russell, tu veux commenter ou tu préfères que je le fasse comme tu veux? Donc, oui,
Quand est-ce qu'on peut? C'est ça la question en fait. Et donc il faut bien le faire au moment de la délivrance, quand on gérera la délivrance de la demande européenne du brevet. Mais il faut quand même que l'échéance pour désigner un brevet unitaire tombe pendant au moins la période de lever de soleil. Donc il sera possible de le faire après le jour qu'on ne connaît pas encore au mois de décembre, quand l'Allemagne déposera sa ratification du système. Donc, et après, il va falloir faire cette décision avant d'approuver le texte final pour la délivrance de votre brevet européen. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder vos demandes qui sont actuellement en cours. S'il y a ce moment où vous devez approuver le texte pour la délivrance, et si l'échéance tombe avant le mois de décembre, il va falloir reporter cette échéance. Il y a plusieurs façons de le faire, donc vous pouvez parler avec votre conseiller en propriété industrielle. Et oui, sinon, une fois que le moment en décembre où l'Allemagne a ratifié le système, ce sera possible de déposer la demande. Donc, c'est vraiment une question de regarder toutes les échéances qui sont en cours. Et dans l'avenir, une fois que le système est en cours, ce sera toujours le moment où vous approuvez le texte final pour la délivrance à la fin de la procédure d'examen de votre demande de brevet européenne. Tu as autre chose à ajouter, Yannick? En fait, pour le coup, je pense que si on compare avec le système actuel, en fait, on a une mention de la date de délivrance, une mention de la publication de la date de délivrance qui déclenche aujourd'hui le délai de 3 mois pour valider, classiquement, pour aller dans les différents pays et traduire. Donc aujourd'hui, on avait quand même des étapes de dépôt et de traduction supplémentaires et donc toutes les juridictions cibles. Demain, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça sera plus court. On a 1 mois après la date de mention de la publication de la délivrance pour déposer la requête en effet unitaire, donc ce sera plus rapide. Et c'est pour ça qu'on vous invite à réfléchir dès à présent un peu à votre stratégie aussi en matière de traduction. Qu'est-ce que vous souhaitez fournir comme traduction? Il y a plusieurs options possibles. Donc ça, c'est des choses on peut vous aider en fait à trouver la meilleure manière de procéder pour minimiser les coûts en fait de traduction, tout en répondant aux exigences. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs questions à considérer, les traductions et si vous avez d'autres validations à gérer aussi. Donc, oui, c'est pour ça qu'on conseille de considérer ces questions bien avant la dernière échéance. Et donc, oui, le moment où vous allez dire oui, c'est OK, le texte est bon pour mon brevet européen, on préfère que vous ayez pris toutes ces décisions. Tout à fait. Merci. On va prendre une dernière question. Est-ce que le nouveau système aura un impact sur la façon de rédiger les brevets? C'est une très bonne question. Je pense que ça aura un impact surtout sur les stratégies de dépôt parce que, oui, on a parlé du système européen, mais il restera quand même le système national. C'est un peu lié à la première question aussi, je pense, parce qu'il y a des systèmes différents pour la délivrance des brevets, ainsi que le système centralisé pour la délivrance des brevets. Donc, nous avons déjà des clients qui décident d'éviter l'Office européen des brevets parce qu'ils n'aiment pas, par exemple, la période centrale d'opposition et peut-être ils n'aiment pas l'approche très stricte qu'a l'Office européen sur la matière ajoutée. C'est un peu dans le détail, mais il y a quand même des raisons que les clients choisissent déjà d'éviter le système centralisé et de déposer de façon nationale. Et donc, pour les différents dépôts dans les différents pays, par exemple, nous, on a tendance à rédiger pour la France, l'Angleterre et l'Office britannique et en Allemagne. Et la rédaction peut être légèrement différente pour les différents bureaux, et la façon de gérer l'examination de la demande pourra être légèrement différente. Donc, il va falloir être plus flexible dans sa stratégie de dépôt et de penser à quelle est la meilleure façon d'approcher telle invention devant quel office, si on fait ce choix. Sinon, je ne vois pas un très grand changement de pratique devant l'office centralisé, mais oui, vas-y Yannick, si tu as autre chose à ajouter. La seule chose, c'est si on réfléchit à terme, je pense que oui. C'est que à partir du moment où la JUB donnera
il y aura des décisions en force jugée qui vont, choses jugées qui vont entrer en vigueur. En fait, potentiellement, on pourra adapter sa revendication pour que devant la JUB, le brevet soit peut-être soit mieux soutenu, ou toutes les objections en fait qui seront faites par les juges, on pourra essayer de les anticiper au moment de la rédaction. Mais ça, pour ça, il faut attendre les premières décisions de la juridiction des brevets. Oui, tout à fait. Tout nouveau système génère de nouvelles jurisprudences. Donc, c'est ça qu'il faudra prendre en compte quand la juridiction unifiée commencera à prendre des décisions. Donc, ce qui veut dire réponse un peu plus affirmée à l'épisode 3. Voilà. Ou 4, peut-être. Merci, on va clôturer ce webinaire. Alors, vous l'avez compris, Yannick et Russell, ainsi que le comparateur, alors là, il y a besoin de personne, vous l'avez compris, ils ont fait un outil qui est facile à manipuler, mais c'est des questions plus pointues. Je ne doute pas qu'Yannick et Russell se chargeront d'y répondre. En tout cas, merci à vous de votre participation. Encore une fois, vous recevrez dans la journée le lien vers le replay, le lien, voilà, c'est ça, Yannick a mis les coordonnées, mais tout ça va vous être envoyé dans la journée, lien vers le replay, épisode 1 et l'épisode 2, donc aujourd'hui, également vers la présentation. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez rejoindre France Innovation, vous êtes les bienvenus, aussi bien en tant que membre ou en tant que simple participant à des webinaires. En tout cas, on est là pour diffuser, entre guillemets, la bonne parole. Et puis, le mot de la fin, c'est pour Yannick et Russell qui vont clôturer véritablement le webinaire. Je te laisse conclure, Russell. Merci à tous. Juste pour remercier tout le monde d'avoir participé à notre webinaire. À très bientôt pour l'épisode 3. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.